me donner la possibilité de partager avec vous. Alors peut-être il faut que je vais partager Oui, mon écran. effectivement, Ah, professeur, bougez pas. Je vais vous nommer vous me donniez la co-hôte. C'est possibilité. parti. Voilà, ça devrait être bon. Absolument. Donc, je vais mettre ma présentation. Hop, voilà, ça doit marcher maintenant. Voilà, je pense que vous avez ma Tout à présentation. fait. Donc, je vais essayer de partager avec vous donc, quelques éléments sur ce sujet, hein, les troubles bipolaires, donc les traitements médicamenteux, puis leurs effets secondaires et les éventuelles comorbidités. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez connus, des éléments qui sont moins connus, et c'est en tout cas un sujet important et d'intérêt, me semble-t-il, à partager. Donc, je suis vraiment ravi et vous remercie de l'invitation. C'est toujours un plaisir, moi, de pouvoir échanger. Donc, comme je suis bavard, c'est pratique. Donc, merci beaucoup. Tout d'abord, je vais vous parler des principes et objectifs du traitement de troubles bipolaires assez rapidement, hein. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça me paraissait d'intérêt de pouvoir quand même reprendre tout ça. Je vais vous parler de la manière de conduire le traitement, des différents traitements pharmacologiques, hein, de la prise en compte des comorbidités somatiques. Je vais parler un peu de quelques aspects un peu spécifiques. Je vais parler de l'utilisation des antidépresseurs en troubles bipolaires parce que c'est vraiment une situation fréquente et à mon avis, que beaucoup de gens qui avec un trouble bipolaire auquel ils ont été confrontés, il y a beaucoup de types d'informations qui circulent et c'est important de refaire le point là-dessus. Et puis je vais parler de quelque chose qui est assez, qui est entre guillemets à la mode, pour lequel il y a de nombreuses demandes, en particulier alors, chez l'adulte bien sûr, mais chez l'enfant aussi, qui est mal connu. Les professionnels en France sont un petit peu comment dire, réticents par rapport à ça et ça reste difficile. Globalement, c'est un élément intéressant de pouvoir en discuter. Alors, tout d'abord, principe et objectif du traitement de troubles bipolaires, plusieurs éléments. D'abord, le trouble bipolaire, cette notion d'avoir des moments d'excitation, des moments de dépression, mais aussi la fluctuation des modalités d'expression clinique. On parle beaucoup maintenant, on connaît beaucoup mieux ça, les notions de pathologie mixte, par exemple, de période mixte, d'état mixte. En fait, tout ça entraîne que les états, les troubles bipolaires peuvent vraiment apparaître d'une façon extrêmement variable et ça peut entraîner quand même des difficultés diagnostiques. Alors, quand on a l'habitude et qu'on y pense, alors moi je travaille dans un service universitaire, on a un centre expert troubles bipolaires, moi ça fait longtemps que je travaille sur le domaine, donc on va dire que j'ai plus l'habitude, mais pour beaucoup de praticiens qui sont confrontés initialement, parfois à un épisode dépressif, parfois à des états d'exaltation, mais sans qu'il y ait un côté excessif comme dans un état maniaque, on peut avoir des difficultés à identifier, c'est vraiment un problème. Deuxièmement, c'est une maladie qui à la fois évolue par on va dire par épisode, mais aussi qui a des caractéristiques entre les épisodes et donc en fait qui justifie une attention particulière. Il y a de nombreuses comorbidités et je vais y revenir. Et on a différents types de traitements qui sont de nature assez différente et qui parfois le choix est difficile. Puis quelque chose qui est quand même assez classique, hein, mais pour toutes les pathologies chroniques, hein, on a souvent tendance à dire oui, c'est des pathologies psychiatriques, mais c'est surtout dans les pathologies pour lesquelles qui évoluent au long cours et pour lesquelles on est obligé d'avoir un traitement au long cours, on peut avoir des difficultés à prendre ce traitement tous les jours. Et ça, c'est vraiment un élément important à avoir en tête parce que cette observance, c'est un facteur de rechute. C'est valable dans beaucoup, beaucoup de pathologies, hein, pas seulement les pathologies psychiatriques, comme je viens de le dire, mais c'est quand même important. Et puis, on a un certain nombre de situations particulières, et en particulier, par exemple, chez les femmes enceintes avec les traitements. Donc, tout ça, c'est vraiment ces éléments de contexte. Je suis désolé, ça fait un peu catalogue, mais c'est vraiment pour fixer un petit peu les choses, des enjeux de la reconnaissance clinique, de la manière de traiter, des aspects de comorbidité. Tous ces éléments-là sont vraiment importants. La prise en charge, elle n'est pas seulement médicamenteuse. Je vais beaucoup parler des traitements médicamenteux, mais il y a de nombreuses autres stratégies. Il a été évoqué hein, dans la présentation l'intérêt des groupes, de l'aide, de l'entraide, des pairs aidants, des groupes de parole, et qui sont des éléments importants. Toutes les stratégies de psychoéducation, toutes les stratégies de remédiation cognitive sont importantes également. Elles sont insuffisamment développées
en tout cas, l'accès n'est pas forcément très facile sur l'ensemble du territoire. Bon, c'est un vrai enjeu, hein. Alors après, avec l'évolution, hein, pour les psychothérapies individuelles vers un remboursement de la prise en charge psychothérapique. Oh, excusez-moi, mon diaporama avance tout seul. Pourtant, je n'ai pas mis de timer, mais bon, c'est pas grave. Donc, avec peut-être on aura plus d'accès. Les traitements médicamenteux, par contre, ont vraiment la place centrale. C'est important, c'est vraiment, on dit, la pierre angulaire, hein. Et donc, ça permet à la fois de traiter l'épisode aigu. Certains épisodes aigus, vraiment, il est impératif d'avoir un traitement médicamenteux. Parfois, on peut s'en passer, mais dans vraiment une grande majorité des cas, c'est nécessaire. Et puis surtout, l'objectif des traitements qui existent maintenant depuis plus de 50 ans, en fait, l'objectif, c'est vraiment de maintenir le traitement au long cours pour éviter les rechutes qui sont vraiment un élément très déstabilisant. Alors, on a des techniques aussi qui se développent de plus en plus, comme la neurostimulation, qui sont importantes, puis des thérapeutiques physiques, l'exercice, je vais revenir, mais bon, on a cette logique de prise en charge globale, mais la prise en charge du traitement, je vais y revenir, doit nous conduire quand même toujours à peser les risques, les effets indésirables, parce qu'il y a vraiment des enjeux de cet ordre-là. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve. Alors, c'est une cohorte historique, hein. Jules Hanks, qui travaille en Suisse, à Zurich, a suivi, vous voyez, des patients pendant de nombreuses années. Et bon, les suivre pendant de nombreuses années, ça arrive à un certain nombre de praticiens, mais en plus, lui a retenu, a gardé les informations de manière importante et a évalué les patients. Et vous voyez que sur ce qu'on voit là, c'est des patients qui ont été suivis pendant 22 ans, la cohorte de Zurich, qui est très connue, et il mettait en évidence que chez des patients traités et des patients non traités, car certains patients, pour des raisons de non-observance ou de refus de traitement, enfin, divers et variés, ben en fait, il a pu les observer et on voit qu'il y a une différence tout à fait significative. Alors, on voit bien chez les sujets non traités pour la problématique du suicide, mais aussi pour la pathologie cardiovasculaire, pour les cancers, pour les pathologies cérébrovasculaires et pour toutes les causes confondues. Alors, ça peut paraître étonnant, hein, pourquoi y aurait-il pourquoi y aurait-il, excusez-moi, excusez-moi, ça bouge. Pourquoi y aurait-il une quantité plus importante de gens qui sont malades avec des pathologies cardiaques, avec des pathologies cancéreuses, lorsqu'ils ne sont pas traités, qu'ils ne reçoivent pas un traitement psychotrope? C'est souvent parce que la maladie, lorsqu'elle n'est pas traitée, entraîne des difficultés, par exemple, à s'occuper de soi et sa santé somatique, et donc des repérages plus tardifs des maladies, et donc une mortalité plus importante. Donc il y a vraiment un enjeu important de la thérapeutique au long cours. Et donc ça, c'est les classiques objectifs, hein, avec le traitement d'attaque et les traitements des épisodes, le traitement de consolidation pour éviter la rechute et surtout le traitement au long cours prophylactique pour éviter les récurrences. Alors, il y a une vraie question que tous les patients qui souffrent de troubles bipolaires se posent et posent aux professionnels qui s'occupent d'eux, c'est pendant combien de temps je vais avoir un traitement? Moi, je réponds jamais précisément, alors pas pour botter en touche, mais quand les gens me demandent est-ce que je vais devoir prendre mon traitement à vie, en fait, il y a un certain nombre de cas pour lesquels le traitement va être à vie, il y a un certain nombre d'autres cas probablement pour lesquels ça ne sera pas le cas. Je crois qu'on ne peut pas le dire immédiatement dès qu'on voit un patient dès le début. Il faut rentrer dans l'idée que c'est un traitement prophylactique, donc il va falloir traiter l'épisode, puis ensuite éviter les rechutes, mais la vie, c'est long, hein, il faut essayer de faire qu'elle soit longue, et en fait, il faut écouter, voir un petit peu comment les choses évoluent dans le temps. Donc en fait, il ne s'agit pas de ne pas dire la vérité, bien évidemment, il faut être franc, mais il faut dire ce qu'on sait. Et en fait, il n'y a pas de vrai consensus autour de ça. Donc en fait, il y a des situations dans lesquelles un traitement qui pourtant est efficace peut être changé, on peut avoir des situations particulières, la grossesse, j'y reviendrai, et donc ça, c'est vraiment un élément important. Par contre, la règle, et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on doit dire précocement lorsqu'on est en accord avec les patients pour évoquer ça, c'est qu'il ne faut jamais arrêter le traitement brutalement, c'est malheureusement parfois le cas, parce qu'il y a des risques de rebond de la maladie et d'épisodes aigus. Alors, comment on conduit un traitement? Tout d'abord, et ça, si je reprends ça, ce n'est pas pour le plaisir de vous présenter
tous ces éléments-là, mais c'est juste parce que, en fait, il y a des éléments qui sont extrêmement importants, c'est connaître un petit peu l'histoire de la maladie. Et c'est vrai que ça demande un examen minutieux. Et comme je le disais, parfois, bah, les médecins, quand vous les voyez, ils n'ont pas forcément le temps, etc. Moi, je travaille dans un contexte qui fait que souvent, on me réfère des patients, j'ai souvent plus de temps. Alors, j'ai des différentes choses à faire, mais j'ai souvent plus de temps pour les examens cliniques un peu longs. C'est ce qu'on essaie de faire aussi dans les centres experts. Et on a besoin de recueillir beaucoup d'éléments qui sont des éléments forts pour justement, comment dire, euh, construire une prise en charge à partir de tout ce qui s'est passé, l'histoire familiale du sujet, ses antécédents, mais aussi son histoire personnelle. Donc ça, c'est vraiment des éléments très importants. Bien sûr, évaluer l'état clinique et puis connaître, et on va y revenir, toutes ces comorbidités qui sont extrêmement importantes, somatiques et psychiatriques, parce qu'elles doivent être aussi prises en charge. Donc le traitement, ce n'est pas seulement s'occuper de l'épisode aigu, c'est aussi s'occuper de traitement au long cours, traitement prophylactique, mais aussi s'occuper de toutes les maladies associées, physiques, psychiatriques, parce que c'est vraiment des éléments qui altèrent à la fois les risques pour la santé du sujet, mais aussi sa qualité de vie. Alors, les psychiatres doivent faire un effort pour examiner les patients, travailler avec en médecine somatique, parce qu'on va le voir, il y a beaucoup de pathologies somatiques qui sont insuffisamment prises en charge. Et donc, la pression artérielle, le poids, la taille sont des éléments importants. Et puis, des éléments du bilan dont on verra l'importance également, notamment le bilan thyroïdien, ultérieurement par rapport aux risques présentés. Donc, voilà un petit peu ce qu'on doit faire. Puis après, on choisit la molécule. Alors, il y a pas de, il y a des algorithmes qui existent, il y a pas mal de recommandations dans le domaine du trouble bipolaire qui sont remises à jour, il y a des évolutions de la science et l'évolution des connaissances, mais pour autant, en fait, on n'a pas un algorithme univoque. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire une histoire de la maladie hyper précise, de manière à pouvoir faire des choix en fonction de l'épisode en cours, en fonction des antécédents, en fonction de la réponse à des traitements qui ont été reçus antérieurement, en fonction de ce que souhaitent les patients. C'est une problématique qui doit être, en tout cas, qui doit être plus la règle que l'exception. À l'heure actuelle, ce n'est pas suffisamment, à mon avis, développé, mais la préférence de ce que souhaite le patient, ben, c'est important d'en tenir compte parce que plus on arrive à se mettre d'accord dans l'interaction entre le patient et le médecin, plus on a des chances que justement, par exemple, l'observance soit de bonne qualité. Alors, maintenant, je vais vous parler des différents traitements pharmacologiques et des différents effets indésirables, puisque c'est le thème. J'évoquerai ensuite les comorbidités, notamment somatiques et psychiatriques. Alors, ça, c'est une sorte de flèche temporelle qui met en évidence les traitements du trouble bipolaire. L'électroconvulsivothérapie, stratégie biologique non médicamenteuse, hein, on provoque une crise d'épilepsie en appliquant un courant électrique sur le crâne. En fait, c'est une modalité qui a été découverte dans les années 40 et bon, qui a des représentations toujours extrêmement péjoratives, mais c'est un traitement extrêmement efficace, en particulier dans les états dépressifs sévères, mais parfois dans les états maniaques. Les données sont moins robustes et qui, effectivement, quand elles étaient pratiquées, ces séances d'électrochoc, hein, d'électroconvulsivothérapie, quand elles étaient pratiquées initialement sans anesthésie, sans curarisation, c'était quelque chose qui avait une représentation, mais aussi des conséquences assez difficiles à supporter d'un point de vue physique. Mais à l'heure actuelle, c'est des techniques qu'on utilise avec une anesthésie de très courte durée, une curarisation. Une curarisation, c'est on administre curare, qui est un composé qui entraîne une paralysie totale des muscles musculaires pendant une durée très courte, hein, et qui permet d'éviter justement tous les mouvements liés à la crise convulsive qui est provoquée. Et donc, ça reste des techniques qui sont utilisées. Aussi, l'accès en France est un peu compliqué, mais qui sont des techniques tout à fait efficaces, mais dans un nombre de situations relativement, un pourcentage assez modéré par rapport aux situations habituelles. Le lithium, c'est vraiment un traitement qui a été commencé à être utilisé, testé dès les années 40, au départ dans des conditions pour remplacer le sel dans les régimes sans sel, ce qui a eu des conséquences dramatiques, parce que ça ne marchait pas du tout, voire même ça avait été fait par un chercheur australien qui avait retrouvé ça. Puis ensuite, le lithium, on a mis en évidence son efficacité tout à fait remarquable dans le traitement de plutôt des épisodes maniaques,
un peu des épisodes dépressifs, mais aussi de la prévention. Ça a été particulièrement mis en œuvre au cours des années 50 et 60, surtout des années 60, avec aussi l'utilisation des molécules comme la chlorpromazine et l'haloperidol, qui ont été beaucoup développées après dans l'utilisation de la schizophrénie, mais qui initialement ont été utilisées dans le trouble bipolaire. Et puis, c'est vraiment à partir, donc à part le lithium, c'est vraiment à partir de la fin des années 70, début des années 80, qu'on a commencé à utiliser d'autres catégories de molécules qui sont les anticonvulsivants. Il y a un chercheur américain, notamment Robert Post, qui est encore vivant, hein, qui est assez âgé, mais qui travaille encore, qui publie encore, qui a fait une analogie entre, scientifique, mais c'est un raisonnement par analogie, entre d'un côté les crises d'épilepsie et donc l'activité anarchique du cerveau, de l'activité électrique anarchique du cerveau qui est liée à la crise convulsive, et la modification de l'activité du cerveau pendant les épisodes de pathologiques, dépression et surtout maniaque, et qui a commencé à utiliser notamment la carbamazépine. Et en fait, qui a montré l'efficacité, qui a constitué véritablement une avancée importante dans l'utilisation par rapport au lithium. Puis ensuite, dans les années 90, sont arrivées une nouvelle génération d'antipsychotiques avec moins d'effets indésirables que la chlorpromazine et l'haloperidol et qui sont maintenant des molécules largement utilisées dans le, dans le trouble bipolaire. Alors, les thymorégulateurs, qu'est-ce que c'est qu'un thymorégulateur? Un thymorégulateur, c'est un régulateur de l'humeur. C'est non seulement une molécule qui va être active sur les épisodes aigus, mais aussi une molécule qui va permettre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, d'éviter les rechutes, donc qui permet d'avoir une action prophylactique. Donc en fait, c'est une molécule qu'on utilise bien sûr au cours de l'épisode dépressif maniaque, et puis ensuite qu'on maintient dans le temps. Et donc vous voyez qu'il y a trois classes de molécules. Le lithium, qui est une classe à lui tout seul, qui est un ion, c'est pas une protéine, c'est pas une construction avec un acide aminé, par exemple, c'est un ion, un sel de lithium, et en fait, qui a une caractéristique bien particulière. Les anticonvulsivants, on l'a vu, les deux chefs de file, c'est le valproate et la carbamazépine, mais la lamotrigine est aussi utilisée. Et puis les antipsychotiques de seconde génération, parmi lesquels, en fait, le seul qu'on peut qualifier totalement thymorégulateur, tout simplement parce qu'il a démontré par des essais cliniques son efficacité dans la dépression, dans la manie et dans la prévention des rechutes, c'est la kétiapine. Donc en fait, vous voyez qu'on a trois catégories et avec des molécules qui sont assez différentes. C'est important en termes d'aspect chimique, mais aussi probablement de mécanismes d'action et des efficacités assez différentes. Alors c'est difficile de les comparer, mais en tout cas ça donne quand même, ce qui est important pour les cliniciens et pour les patients, c'est d'avoir une gamme quand même de molécules assez différentes qui peuvent justement, quand l'une n'est pas suffisamment efficace, ben on peut passer à une autre, voire les associer, et on a vraiment une évolution importante. Alors ce tableau que je vous montre là, c'est un papier qui a été publié récemment, un papier américain, qui montre l'utilisation aux États-Unis des différentes molécules. Et ce qui est en bleu, hein, qui a marqué SGA, c'est les antipsychotiques de seconde génération. Et on voit que depuis leur mise sur le marché, une augmentation avec la diminution de tous les autres thymorégulateurs, une diminution, même si elle n'est pas trop marquée, du lithium, et puis une diminution de tous les antiépileptiques. Donc on voit quand même que ces molécules, c'est important, hein, parce qu'elles ont des effets particuliers. Ces molécules sont devenues quand même, ont un peu supplanté. On a vu qu'il y a plusieurs catégories de molécules, mais on voit que ces antipsychotiques de seconde génération, aux États-Unis, et c'est quand même une tendance qu'on retrouve en France, ça c'est moi un papier très récent, c'est pour ça que je le montre, mais on retrouve aussi ça, sont des molécules qui deviennent très largement employées. Pourquoi? Parce qu'elles sont efficaces et qu'elles n'ont pas le même type d'effet indésirable que le lithium. Donc, sont plutôt plus facilement maniables, j'y reviendrai. C'est peut-être une des raisons de la désaffection du lithium qui, quand même, malgré tout, en termes de preuves scientifiques, reste la molécule de référence. Donc, c'est intéressant de voir que les prescriptions évoluent avec la maniabilité, avec des molécules efficaces, mais au détriment peut-être du lithium qui, une fois de plus, n'est pas facile à manier, mais qui est vraiment non pas une molécule, mais un ion très intéressant. Alors, les effets indésirables,
Ben, vous voyez qu'il y a différents types d'effets indésirables. En haut, c'est les antipsychotiques de seconde génération. Clozapine, olanzapine, risperidone, kétiapine, aripiprazole. En France, on n'a que ces molécules-là, pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des pays comme d'autres pays européens ou aux États-Unis, il y a au moins 5 autres molécules de cette catégorie qui sont commercialisées, qui ne sont pas commercialisées en France. Mais globalement, concentrons-nous sur ces molécules-là. Ce que vous voyez, c'est qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes profils et avec des effets secondaires qui peuvent être neurologiques, la somnolence, c'est-à-dire la sédation, des molécules qui endorment, et puis les effets secondaires extrapyramidaux qui sont le sentiment de rigidité qui était beaucoup entraîné par les antipsychotiques de première génération. J'ai parlé tout à l'heure de l'aldol ou du largactyle. Mais ces molécules-là n'ont pas ces effets secondaires. Donc, d'un point de vue neurologique, c'est des molécules qui fonctionnent bien, mais on voit que d'un point de vue éventuellement de la somnolence, c'est des molécules qui peuvent présenter un problème de somnolence. Un problème qu'on rencontre avec la clozapine et l'olanzapine, qui sont deux des molécules qui sont évoquées là, c'est, on le voit avec 4 croix et 3 croix, c'est la prise de poids. Et puis avec les risques de troubles lipidiques et de troubles de la régulation du glucose. Et la risperidone, quand on augmente la dose, peut avoir une augmentation de la prolactine. Donc vous voyez, c'est des molécules qui ne sont pas identiques en termes de profil d'effet indésirable. Quant au lithium, on voit quand même un risque rénal, j'y reviendrai, un risque thyroïdien, prise de poids, et puis des fois des difficultés un petit peu cognitives. La carbamazépine entraîne un peu de somnolence, mais vous voyez, entraîne moins de difficultés de cet ordre-là. Elle a d'autres effets indésirables, la carbamazépine, comme par exemple un risque hématologique, avec une diminution qui est très rare, mais qui justifie d'être surveillée au moins une fois par an des globules blancs, et puis une fonction hépatique un peu accélérée, comme le valproate, qui, lui, peut entraîner une prise de poids. La lamotrigine est un produit qui est très bien toléré, mais qui présente un effet indésirable important, c'est qu'il faut faire une augmentation très progressive, car son utilisation peut être associée dans à peu près 2% des cas, c'est très peu fréquent, mais à un syndrome assez grave, cutané, c'est-à-dire on fait des grosses bulles cutanées, on appelle ça s'appelle le syndrome de Lyell, et qui peut être quand même extrêmement grave et extrêmement sévère. Donc c'est un produit qui est très bien toléré, mais qui justifie une certaine prudence lors de sa prescription. Alors, ces molécules-là, à cause de leurs effets indésirables, elles nécessitent une surveillance. Donc là, vous voyez, j'ai compilé des recommandations, tout ce que vous voyez en bas à droite, là, à partir des recommandations, c'est la recommandation britannique, une autre recommandation britannique, la recommandation canadienne, deux recommandations australiennes, une recommandation française de la FBN, puis une recommandation qui a été faite par une université. En fait, donc on voit les aspects. Donc le lithium, on l'a vu, c'est une molécule c'est un sel, donc il est éliminé de manière compétitive avec le chlorure de sodium par le rein, et dans à peu près 25 à 30% des cas au long cours, il peut entraîner une atteinte des éléments constitutifs du rein qui s'appelle le glomérule, donc une glomérulonéphrite, et donc qui entraîne une altération de la fonction rénale. Donc ça veut dire qu'il faut surveiller cette fonction rénale parce qu'elle peut se dégrader et ça n'empêche pas de pouvoir continuer le traitement éventuellement, mais ça justifie vraiment une attention importante et ça fait partie de la surveillance. On a également, c'est une molécule c'est un ion qui, du fait de la compétition qu'il peut avoir, je l'ai dit, avec le chlorure de sodium, mais par exemple avec l'iode, il entraîne une perturbation du fonctionnement thyroïdien. Et donc, en fait, cette perturbation, ça peut entraîner un dysfonctionnement thyroïdien, une hypothyroïdie, voire l'apparition de nodules thyroïdiens, donc nécessite une surveillance. Et s'il y a une hypothyroïdie, il faut donner des hormones thyroïdiennes. Et puis, dans un certain nombre de cas, avec par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il peut y avoir des anomalies de l'élimination et avec un risque d'intoxication. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est par exemple des choses qu'on peut prendre très facilement pour un mal au dos, par exemple, ou des choses comme ça, comme je sais pas quoi, le kétoprophène, l'ibuprofène, ou des molécules de ce type-là. Excusez-moi, ça n'arrête pas de bouger. Et donc, c'est pour ça qu'il faut surveiller cette neurotoxicité. Donc, on a vraiment dans la toxicité aiguë ou dans la toxicité chronique, c'est une molécule qui est très efficace, le lithium, et comme je l'ai dit, qui présente vraiment des effets indésirables de façon aiguë et de façon chronique qui justifient une surveillance. Donc, c'est pour ça que quand j'évoquais tout à l'heure le fait que c'est une molécule qui est moins employée, c'est probablement parce que cette molécule est moins employée, parce qu'elle est très efficace, mais
il faut faire attention quand on la manie. Les anticonvulsivants, je les ai évoqués, on a vu la prise de poids qui justifie la surveillance, mais aussi le bilan hépatique tous les 3 à 6 mois, parce que le valproate est éliminé par le foie. Et en fait, il peut entraîner une atteinte du foie, un hyperfonctionnement du foie, si on veut, qu'il faut surveiller, comme la carbamazépine, qui peut être associée à également une atteinte de la fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, une diminution de certaines cellules sanguines, une diminution de certains des leucocytes, des globules blancs, et donc ça peut être un problème. La lamotrigine, c'est surtout cette fameuse réaction cutanée dont j'ai parlé. Donc vous voyez des modalités de surveillance qui sont régulière, avec la nécessité pour le valproate, pour le lithium et pour la carbamazépine, du fait du risque d'un surdosage, une nécessité de surveillance du taux plasmatique. Pour le lithium, il faut le faire régulièrement, mais aussi pour le valproate et la carbamazépine, on le fait moins fréquemment, mais aussi régulièrement, pour savoir si on est dans la bonne fourchette thérapeutique. Si c'est trop bas, on a une perte de l'efficacité. Si c'est trop haut, il y a un risque d'intoxication. Tous les antipsychotiques de seconde génération que j'ai évoqués, principalement donc la clozapine, je vais le laisser de côté, mais l'olanzapine, la risperidone, la kétiapine et l'aripiprazole, en fait, à part l'aripiprazole, ils entraînent une prise de poids, et ça c'est important, et des perturbations des lipides qu'il faut surveiller et perturbation des glucides. Donc, c'est vraiment des éléments complexes et importants. Et puis, on doit surveiller, comme je l'ai dit, notamment pour la risperidone, la prolactine. Donc, vous voyez des molécules différentes, efficaces, mais avec des profils de tolérance qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui justifient en particulier, alors j'insiste, c'est des molécules qu'on utilise pour les épisodes aigus, mais qu'on utilise au long cours, il faut surveiller. Et ça implique quand même des surveillances régulières, plus ou moins fréquentes. Vous voyez, des prises de sang, 4 fois par an qui sont nécessaires, qui permettent bien d'évaluer les choses, mais qui restent extrêmement importantes pour véritablement, d'un côté, garantir l'efficacité pour les taux plasmatiques de lithium, de carbamazépine et de valproate, et qui, pour garantir aussi la bonne le contrôle des effets indésirables, en particulier en ce qui concerne, par exemple, la glycémie, le cholestérol. Je vais y revenir. Alors, ça, c'est quelque chose qui... je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, je voulais simplement vous montrer cette colonne-là. Donc, c'est les traitements de maintenance, simplement pour montrer que j'ai dit tout à l'heure que ces molécules sont assez différentes les unes des autres. Et en fait, il arrive qu'on les associe. Et là, vous voyez, c'est l'association entre la kétiapine d'un côté et soit le lithium ou le valproate. Et en fait, simplement, ces associations peuvent être extrêmement efficaces. On a vraiment des situations dans lesquelles une association est vraiment recommandée parce qu'elle permet d'obtenir une bonne efficacité, mieux que le médicament seul. Mais ça veut dire que dans ces situations d'association, comme cette association kétiapine-lithium par exemple, ou lorsqu'on prend, alors, par exemple, l'olanzapine, ça je l'ai évoqué, et en fait, on a des vraies questions autour de la sécurité de l'emploi de ces molécules. Et dans ce cas-là, il faut être extrêmement attentif. Donc, molécules très efficaces, des profils d'action un petit peu différents, mais des effets indésirables aussi différents. Et donc, surveillance nécessaire. Et quand on optimise en associant les molécules, on doit redoubler de prudence et de surveillance. Alors, les comorbidités somatiques. On a vu qu'il fallait les prendre en compte, et c'est quand même extrêmement important. En fait, elles ont un effet sur l'espérance de vie. On estime que les comorbidités somatiques sont responsables d'une perte d'espérance de vie moyenne chez les patients qui ont des... On retrouve les mêmes données aussi chez les patients qui ont des troubles de l'humeur, c'est-à-dire des formes de dépression sévères. On a une perte de durée de vie moyenne qui est liée à ces comorbidités, qui est de l'ordre d'à peu près 10 ans. Donc, en fait, c'est quand même important, c'est très important. On est un pays dans lequel l'espérance de vie est une des plus élevées au monde, puisque les femmes vivent à peu près 85 ans à l'heure actuelle en moyenne, et les hommes un peu plus de 79 ans. Il y a une différence toujours, mais en fait, on a une perte de l'espérance de vie chez les patients ayant un trouble bipolaire et pour ces pathologies. Alors, bien sûr, vous avez vu tout à l'heure le risque dans les formes non traitées du décès par suicide, qui est malheureusement un drame qui peut être retrouvé dans le trouble bipolaire avec un risque en particulier lors d'épisodes dépressifs sévères. Mais l'impact sur la moyenne de l'espérance de vie est plutôt lié aux pathologies somatiques
qui ne sont pas bien traités, je vais y revenir, et on voit les principales comorbidités. En fait, on a les dystéroïdies, les maladies cardiovasculaires, syndrome métabolique, donc tous ces éléments-là qui justifient une surveillance. Donc, vous voyez qu'il y a des stratégies thérapeutiques qui sont vraiment importantes à prendre en compte parce que, comme je l'ai dit, on a des molécules qui ne sont pas pareilles. Et donc, quand on a des situations cliniques somatiques qui sont présentes, il faut faire attention à ce qu'on emploie. Donc, quand on a un diabète, on va éviter les molécules comme les antipsychotiques de seconde génération, olanzapine, risperidone, quetiapine, aripiprazole, qui est un peu à part, mais admettons, parce que, en fait, ce sont des molécules qui vont aggraver le diabète. Lorsqu'on a une dysthyroïdie, c'est-à-dire un trouble thyroïdien, une hypothyroïdie, c'est-à-dire la thyroïde qui fonctionne moins bien, ou une hyperthyroïdie, la thyroïde qui fonctionne trop, c'est plutôt une hypothyroïdie dans ce cas-là, on ne va pas utiliser de lithium. On peut, en deuxième intention, si jamais les autres molécules ne sont pas efficaces, mais en première intention, on ne le fera pas. Lorsqu'on a une comorbidité addictive, du fait des risques qui peuvent être associés, on va plutôt, parce que le risque qui peut être associé justement avec le risque d'intoxication, on évite le lithium en première intention et on utilise plutôt les anticonvulsivants et les antipsychotiques de seconde génération, en sachant que pour les antipsychotiques de seconde génération, certaines molécules comme la clozapine, qui est vraiment une molécule très particulière qu'on n'utilise pas beaucoup, on va en reparler si vous voulez, mais qui peut être utilisé en trouble bipolaire, mais qui est vraiment réservé à des cas très, très précis dans des situations, dans des centres très spécialisés. En fait, on a des fois un impact plus intéressant sur les comorbidités addictives avec cette molécule-là qui semble marcher mieux. Les personnalités comorbides de type personnalité dépendante, anxieuse, on utilise plutôt les antipsychotiques de seconde génération. Lorsqu'on a des personnalités de troubles de la personnalité de type personnalité schizoïde, on n'a pas d'éléments particuliers. Et lorsqu'on a un trouble anxieux, on recommande plutôt des thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire une psychothérapie, plutôt que l'utilisation de molécules, et notamment plutôt que l'utilisation des benzodiazépines, qui sont des molécules qui peuvent être favorisées, entraîner un risque sur l'apparition de pathologies addictives comorbides. Donc, vous voyez que l'intérêt dans ce cas-là, c'est d'avoir ces molécules très différentes, avec des profils assez différents, qui permettent justement d'éviter d'aggraver des pathologies existantes. Et c'est très important. Mais c'est vrai que ça doit être fait avec attention. Et dans le temps, comme je l'ai dit, le trouble bipolaire, c'est une maladie qui justifie une prise en charge au très long cours. Et donc, en fait, les maladies, malheureusement, dans le temps, elles peuvent apparaître. Et donc, il faut aussi ne pas hésiter, lorsqu'apparaît une maladie, à s'interroger sur ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Si, par exemple, vous êtes sous lithium, mais qu'apparaît une dysthyroïdie, peut se poser la question de l'arrêt du lithium ou de le maintien en utilisant une supplémentation hormonale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être dicté par bien sûr la préférence du patient, mais aussi en fait, si l'efficacité du lithium est vraiment très importante, en fait, on va s'interroger sur la manière dont on va s'y prendre. Donc, c'est vraiment des débats. Et comme je le disais, comme ce sont des traitements au très long cours, forcément, on est associé très fréquemment, on peut être associé à l'apparition de maladies dans le temps. Alors ça, c'est un élément important aussi, c'est qu'un certain nombre de ces maladies justifient la surveillance, et je vais y revenir ensuite, mais j'ai évoqué le fait que, en fait, une des pathologies extrêmement fréquentes qu'on rencontre chez les patients souffrant de troubles bipolaires, pour des raisons qui sont liées bien aux médicaments, et j'ai souligné l'importance des antipsychotiques, l'effet indésirable lié aux antipsychotiques de seconde génération, mais aussi parce que, des fois à cause du mode de vie, mais aussi parce qu'il y a peut-être un sous-bassement génétique commun, on a fréquemment des pathologies qui sont des pathologies du syndrome métabolique avec l'hypertension, l'augmentation du poids, l'hyperglycémie, donc le diabète, et l'hypertriglycéridémie ou l'hypercholestérolémie. Et donc, c'est vrai que le syndrome métabolique, vous voyez, c'est la représentation là, du petit schéma à gauche, c'est l'hypertension artérielle, l'obésité abdominale, les triglycérides élevés, le faible taux du cholestérol density qui est celui qui est le bon cholestérol, et une glycémie élevée. Et en fait, il y a vraiment une question qui va se poser sur la poursuite du traitement, et en particulier les antipsychotiques de seconde génération.
La dysthyroïdie, lorsqu'on a, c'est ce que je le disais, on est un sujet qui est traité sous stabilisateur d'humeur et en particulier le lithium, mais il va falloir se poser la question, comme je l'évoquais. Et puis vraiment, lors de l'apparition d'une prise de poids, c'est extrêmement important. Les conseils alimentaires, la motivation de l'activité physique, la prise en charge diététique, la discussion de l'arrêt du traitement si c'est trop important, et lorsqu'on a une prise de poids qui n'est pas trop importante, c'est plutôt toutes ces mesures-là. Donc on a vraiment, c'est vraiment important à considérer qu'il y a un enjeu de rester très attentif, et c'est important, partager ça avec vous, de rester très attentif à ces troubles qui peuvent apparaître au cours de l'évolution de la maladie, comme je le dis à cause du mode de vie, comme je le dis à cause du traitement, comme je le dis à cause des risques génétiques éventuellement associés dans les pathologies, et en fait qui justifient vraiment des ajustements de la prise en charge. Et si je dis ça, c'est que ça, c'est des données qui sont issues des cohortes fondamentales. Vous voyez là, le trouble bipolaire. Dans la population générale, on a utilisé les données d'une autre cohorte. Il y a à peu près 10% des gens, donc une personne sur 10, qui a un syndrome métabolique. Toujours ce syndrome métabolique qui est l'hypertension, l'obésité abdominale, l'augmentation du sucre dans le sang et les anomalies du cholestérol et des triglycérides. Chez les patients souffrant de troubles bipolaires, c'est 20%, 2 fois plus. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement important parce que, en fait, le risque est très important, et ce syndrome métabolique, il est associé à une augmentation très marquée de la pathologie cardiovasculaire et donc de cette limitation des espérances de vie. Et ce qui est important, c'est que dans cette cohorte, on a pu, alors vous voyez, c'était 654 patients quand même qui sont suivis. Alors il y en a beaucoup plus maintenant, mais c'est à l'époque on avait fait ce travail-là. Et regardez ça, c'est ce qui est en rouge là, 70% des patients qui ne recevaient pas un traitement pour le syndrome métabolique. Et donc, ça veut dire un traitement, soit un traitement pour l'hyperglycémie, quand c'est ça qui est au premier plan, soit un traitement pour l'hypercholestérolémie, quand c'est ce qui est au premier plan. Donc, ça veut dire que non seulement c'est une pathologie beaucoup plus fréquente, 2 fois plus fréquente que dans la population générale, et c'est en plus des personnes qui ne recevront pas de traitement spécifique. Donc on voit bien l'impact majeur qui peut exister là, et donc le risque qui est important. Et donc il faut vraiment être conscient qu'on peut faire quelque chose, et vraiment les professionnels de santé sont probablement, on va dire, insuffisamment parfois insuffisamment attentif à ça. Il y a vraiment un travail à faire, donc on essaie de faire au niveau de la formation médicale, mais aussi dont il est important d'être conscient pour les patients et leur entourage, parce que c'est vraiment un élément majeur. Alors, quelques éléments sur des populations spécifiques par rapport au traitement. Donc, je parlais des effets indésirables, des risques, des modalités. Alors, une population particulière, c'est la grossesse. La grossesse, bipolaire, c'est une pathologie qui débute généralement pendant le jeune âge adulte, et la situation de grossesse est une situation importante qui modifie un certain nombre d'éléments physiologiques chez la femme enceinte. Et donc, c'est des éléments, c'est une publication qu'on a faite récemment avec Ludovic Samalin qui travaille avec un de mes collaborateurs, et Raoul Bezo qui travaille à Marseille. Et donc, simplement, on a repris un certain nombre d'éléments. Et donc, le risque de rechute du trouble bipolaire est plus élevé pendant la grossesse et plus élevé après la naissance, et après l'accouchement. Et donc, la rechute est souvent plus grave en postpartum. Donc, en fait, ça veut dire quand même qu'il y a une attention particulière à porter dans cette période-là, et c'est quand même une période extrêmement complexe pour la gestion des médicaments. Et donc, les risques qui peuvent exister, c'est des interruptions de traitement par rapport à l'apparition de la grossesse, et donc qui posent vraiment un problème. Alors, premièrement, quelque chose qui est très important de rappeler, le valproate ne doit pas, il est interdit chez les femmes en âge de procréer. Donc, ça veut dire que ce n'est pas chez les femmes enceintes, c'est chez toutes les femmes en âge de procréer, et ça depuis 2018. Et quand on regarde les données, on a publié un article récemment, je ne vais pas détailler ça, mais en regardant dans une base de données la prescription du valproate chez les femmes en âge de procréer, on se rend compte qu'en France, on retrouvait à peu près, alors ça a beaucoup diminué depuis 2018, mais on retrouvait à peu près encore un tout petit peu moins de 30%, donc pratiquement un tiers, des femmes en âge de procréer, donc ce n'est pas les femmes enceintes, mais des femmes en âge de procréer, qui étaient traitées par valproate.
Or, en fait, le valproate, c'est vraiment une molécule. Le risque principal, c'est bien sûr quand la contraception n'est pas efficace, la stratégie contraceptive n'est pas efficace, il y a toujours un risque de grossesse et donc le risque de l'exposition du fœtus au valproate, en particulier pendant le premier trimestre de grossesse, qui peut entraîner des anomalies de développement cérébral. Donc, il y a vraiment une question qui se pose et c'est vraiment les anticonvulsivants et particulièrement le valproate. Le valproate est interdit et le Tegretol, la carbamazépine, est une molécule qu'on n'utilise pas, qu'il faut éviter d'utiliser. Le lithium aussi entraîne un peu plus tardivement des risques de malformation cardiaque, mais le risque est moins important et peut être mieux maîtrisé et mieux surveillé par rapport à ça. Donc en fait, toujours est-il que si on ne doit pas prescrire de valproate à une femme en âge de procréer, en tout cas, enfin, c'est vraiment théoriquement interdit. Et l'élément important, c'est que si ça doit se faire, il faut qu'il y ait vraiment une stratégie contraceptive efficace. Alors, en règle générale, il faut savoir aussi que le valproate, du fait de son mécanisme d'action et de son élimination hépatique, peut entraîner une altération de l'efficacité de la contraception par pilule œstroprogestative. Donc, en fait, c'est notamment s'il y a un stérilet, ça peut être quelque chose qui est la modalité de contraception la plus efficace qu'on peut considérer en tant que telle. Mais c'est vraiment une question importante. Par contre, si on a un traitement par lithium ou anticonvulsivant, ben, en fait, il y a quand même une préconisation d'arrêter ces traitements-là, alors pas brutalement, et de mettre en place les antipsychotiques de seconde génération. Donc on voit quand même, une fois de plus, l'intérêt des différentes stratégies, parce qu'on a quand même des ressources euh, quand une stratégie est déconseillée, voire interdite dans une situation particulière. Toutefois, il y a toujours la problématique que quand un traitement a été très efficace, des fois les autres traitements ne sont pas aussi efficaces. Donc en fait, on a quand même des problèmes autour de ça, mais il est important d'avoir en tête quand même que dans cette situation-là, il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas utiliser et il faut utiliser les catégories de médicaments, les classes médicamenteuses qui sont pertinentes. C'est de la même manière, hein, c'est toujours les antipsychotiques de seconde génération qui doivent être utilisés en première intention parce que c'est les seuls qui ont une vraie innocuité, qui n'ont pas de risque de malformation chez les patientes qui souffrent de troubles bipolaires et qui sont enceintes. Chez l'adolescent, hein, c'est vraiment des questions qui se posent et le risque toujours, c'est d'avoir, par exemple, les produits, les antipsychotiques de seconde génération. Le risque, et c'est pour ça qu'il faut y être très attentif, le risque, c'est de se retrouver avec des prises de poids très rapides qui peuvent ensuite être très difficiles à perdre et puis être très gênantes chez les adolescents. Donc, il y a vraiment des questions qui se posent autour de ça. Puis, chez le sujet âgé, ben, en fait, la problématique principale, c'est les modalités d'élimination, et c'est valable pour tous les médicaments, mais comme je l'ai dit, je le répète, le lithium, ça s'élimine par le rein, et valproate, Tegretol, ça s'élimine avec une modalité particulière par le foie. Alors, les antipsychotiques de seconde génération également, mais pas avec ils n'ont pas le même effet sur le foie, et donc ça justifie chez le sujet âgé, une surveillance des fonctions rénales, fonctions hépatiques, pour être certain que la molécule qu'on va employer soit la plus adaptée par rapport à l'état du sujet. Et on a souvent la nécessité d'un ajustement des doses par rapport à ça. Alors, une situation extrêmement fréquente, je l'ai évoqué tout à l'heure au début, c'est l'utilisation des antidépresseurs. En fait, il y a quand même beaucoup de débats sur l'utilisation des antidépresseurs. Et donc, ça, c'est une question qui était posée. Alors, c'est un article qui est assez ancien d'Edouard Vieta, qui est un des papes de la prise en charge de troubles bipolaires, qui travaille à Barcelone, et qui en a des collaborations régulières, qui mettait en évidence que même chez les gens euthymiques, vous voyez, donc qui ne sont pas entre des épisodes, ben, les antidépresseurs, hein, c'est ce qui est vert, et ben, on continue à avoir, regardez, plus de 40%, plus de 70%, enfin à peu près 70% des patients bipolaires de type 2 dans ce cas-là, qui recevaient des antidépresseurs. Et même chez les sujets maniaques, pardon, même chez les sujets maniaques, eh ben, on a des sujets qui reçoivent des traitements antidépresseurs. Là, c'est toujours la même étude que
que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est l'utilisation des antidépresseurs. Et donc, vous voyez quand même que même si on a une diminution entre 96 et 2016, en 20 ans, même si on a une diminution des antidépresseurs, en fait, on a eu un maintien des antidépresseurs. C'est plutôt les antidépresseurs qui sont utilisés en n'étant pas associés à des antipsychotiques et non pas avec des stabilisateurs de l'humeur qui ont diminué. Et donc, on voit quand même que l'utilisation des antidépresseurs, seuls ou associés à des antipsychotiques, à des stabilisateurs de l'humeur, à du lithium, en fait, restent élevés puisqu'on les utilise, ils sont utilisés chez à peu près, enfin plus de 50% des patients. Et on voit que les antidépresseurs seuls sont utilisés chez donc c'est ce qu'il y a en dessous, hein, la partie orange, enfin la ligne orange, pardon, et ben en fait c'est vous voyez, entre 18 et 12% avec des pics, donc ça reste présent dans le temps. Donc ça veut dire quand même que les antidépresseurs restent des molécules qui sont employées de manière assez fréquente. Donc, il y avait tout un débat sur cet emploi, etc. Mais on voit, et pourquoi on les emploie? Parce qu'elles sont des molécules efficaces sur des formes de dépression grave et que les autres molécules sont parfois sont moins efficaces. Donc, on a parfois besoin du recours aux antidépresseurs. C'est pour ça on voit qu'en France, regardez, donc ça c'est un papier qui date de 2002 de Philippe Nuss, on voit quand même que chez les sujets euthymiques, on avait, dans ce cas-là, pratiquement la moitié des patients qui recevaient au moins un antidépresseur. Donc, c'est quand même énorme. Et on voit que 90% recevaient lorsqu'ils avaient un trouble bipolaire avec au cours d'un épisode dépressif. Donc, en fait, vous voyez quand même, donc, dans cette étude-là, une étude ancienne avec des effectifs, mais qui donne quand même une image, l'utilisation des antidépresseurs est marquée. Alors, bien sûr, je veux dire, on dit que c'est contre-indiqué dans la manie, et bien sûr, c'est parfaitement logique, parce que c'est des molécules qui sont très stimulantes. Mais en fait, malgré tout, bien qu'elles soient contre-indiquées, il faut garder en tête que parfois, il peut y avoir des états mixtes, et parfois, on l'a vu, hein, c'est peu fréquent, mais c'est employé. Dans la dépression bipolaire, même si on voit que 10% des patients aux États-Unis, entre 10 et 20% en reçoivent, la recommandation, c'est plutôt d'éviter de les utiliser seuls. Et on les utilise avec un normothymique, lithium, valproate, antipsychotiques de seconde génération. Et donc, ça, c'est un élément important. Par contre, c'est vrai que les antidépresseurs, il vaut mieux éviter de les utiliser lorsqu'on a eu déjà un virage de l'humeur sous antidépresseurs. Alors, vous voyez, c'est les recommandations de l'Association internationale, la Société internationale des troubles bipolaires. Donc, en fait, on ajoute en phase dépressive que si on a déjà eu une réponse. On évite lorsqu'on a la présence d'un état mixte avec deux syndromes maniaques. La question de le maintenir après, si on a une rechute à l'arrêt, il y a une vraie question autour de ça. Et la monothérapie, alors utiliser un antidépresseur seul chez un patient souffrant de trouble bipolaire, est quelque chose qui est à éviter pour éviter l'apparition d'un état maniaque. Lorsqu'on a plus de 2 symptômes maniaques, vous voyez, on doit éviter la monothérapie antidépresseur, on doit surveiller de manière importante. Et puis, lorsqu'on a des antidépresseurs qui ont déjà entraîné des épisodes mixtes ou des hypomanies, il ne faut pas utiliser antidépresseurs. Lorsqu'on a une instabilité thymique, c'est-à-dire des gens qui font beaucoup d'épisodes, il faut éviter aussi. Et puis, lorsqu'on n'a pas d'antidépresseurs lors des épisodes mixtes, plutôt éviter, c'est pas hein, si les gens font des épisodes mixtes importants, lorsqu'on a l'apparition de caractéristiques mixtes, et on utilise les tricycliques et les IRSNA que lorsque les autres antidépresseurs n'ont pas marché. Ça, c'est parce qu'on pense que ces molécules-là, du fait de leur profil et puis du fait de l'expérience avec les tricycliques, sont des molécules qui entraînent plus fréquemment de virages de l'humeur. Donc, vous voyez qu'au total, hein, des recommandations, je passe très rapidement parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est simplement pour vous montrer que les antidépresseurs sont des molécules qu'on peut utiliser dans le trouble bipolaire, particulièrement la dépression bipolaire, parce qu'elles sont efficaces, mais elles justifient un certain nombre de précautions. Et ces précautions, il faut vraiment s'y tenir pour éviter d'aggraver la maladie. Alors maintenant, je vais terminer assez rapidement par le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Vous savez que ce trouble est un trouble qui est
présent souvent dès l'enfance, mais qui est souvent sous-diagnostiqué. En fait, ce sous-diagnostic fait qu'il est de plus en plus fréquent, découvert fréquemment chez le sujet adulte, et avec des demandes de soins chez le sujet adulte. Et il se trouve qu'il y a un traitement qui est tout à fait efficace dans le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, sont les amphétamines. Le méthylphénidate, qui est une amphétamine, il y a d'autres types d'amphétamines, mais donc c'est des médicaments stimulants. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout un débat autour de qu'est-ce qu'on fait si on a la juxtaposition chez un sujet d'un trouble bipolaire et d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Alors, il est important de traiter les comorbidités psychiatriques, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, cette comorbidité-là, eh ben, en fait, d'abord, ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les centres experts bipolaires. En fait, les symptômes peuvent être confondants entre un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et une certaine forme de manie ou d'hypomanie. L'élation de l'humeur, l'irritabilité, la réduction du sommeil, les grandiosités, l'hyperactivité, eh ben, en fait, ce sont des éléments qu'on retrouve dans les épisodes hypomaniaques ou maniaques et qui peuvent être présents dans le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et donc, vous voyez que ça peut entraîner, alors bien sûr, quand on a un patient bipolaire avec une longue histoire de bipolarité, ben, en fait, bon, on a l'élément de la bipolarité, mais en fait, malgré tout, on peut avoir, ça peut entraîner le fait que ces troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité sont masqués. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement invalidant parce que c'est des sujets qui ont de la peine à se concentrer sur des tâches tout le temps et ce qui entraîne souvent, alors chez l'enfant, des difficultés scolaires, mais chez l'adulte, des difficultés, notamment par exemple professionnelles, parce que la difficulté à maintenir sa concentration sur une tâche donnée. Alors, il y a des recommandations des Canadiens qui disent qu'on peut utiliser des échelles d'auto-évaluation. Donc, je vous en montre une. Hein. Le but, c'est pas de passer ça. Elles sont facilement trouvables sur Internet, mais c'est des échelles qui reprennent un petit peu toutes les difficultés sur l'attention et l'hyperactivité qui permettent d'avoir un score. Et en fait, on ne peut pas se contenter de ça pour faire un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, mais ça permet quand même, c'est des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle un screening, c'est-à-dire une évaluation initiale pour avoir une première idée, et en fait qui permettent de se dire est-ce que ça existe. Et en fait, les recommandations disent qu'on peut utiliser ces outils qui ont initialement été prévus chez les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, chez les sujets qui ont un trouble bipolaire et chez qui on a une suspicion de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Alors, quelles sont les conséquences? Ça entraîne pour le trouble bipolaire un début plus précoce, plus d'épisodes pathologiques, plus de tentatives de suicide, plus d'anxiété comorbide, plus d'abus de substances, plus de comportements violents, une moins bonne réponse aux normotimiques et une plus grande altération fonctionnelle. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que d'un côté, ce n'est pas très connu et il y a beaucoup de collègues en France qui ne repèrent pas, en particulier chez l'adulte, ce trouble difficile d'attention avec hyperactivité. Et en fait, on voit quand même que ça peut entraîner des formes plus graves parce que répondant plus mal au traitement et en des formes, des modalités cliniques plus graves de troubles bipolaires. D'un point de vue épidémiologique, vous voyez, de TDAH dans la population générale, chez l'adulte, c'est 6,3% des gens, 2,8% pardon, chez l'adulte, 6,3% à l'adolescence. Donc, c'est un trouble qui est fréquent. Mais regardez les chiffres chez les patients atteints de troubles bipolaires. 48,3% à l'adolescence, 17% à l'âge adulte. Ça veut dire que presque une personne sur 5 qui souffre d'un trouble bipolaire présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, on voit qu'il y a une forte comorbidité, donc c'est un élément important. Et au vu de ce que je viens de vous dire en termes de conséquences, c'est vraiment un élément marqué. Et ce qui est important, et je l'ai dit, en fait, c'est que le trouble bipolaire apparaît plus précocement chez les sujets qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité comorbide. Vous voyez, presque 4 ans dans cette étude récente, 2021. C'est un élément noté. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête du fait des conséquences évolutives potentielles. Et d'un point de vue thérapeutique, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser comme traitement les amphétamines, mais toujours chez des sujets qui sont stabilisés par un normotimique. Vous voyez, il faut qu'ils soient stabilisés. Donc en fait, il y a eu un moment initialement, on n'avait pas beaucoup de données là-dessus, on ne savait pas très bien comment il fallait faire, mais maintenant, on a des données qui permettent de dire que les recommandations sont traiter le trouble bipolaire avec un stabilisateur de l'humeur et
en association, on peut rajouter une amphétamine, donc un stimulant, qui améliore considérablement le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, sans entraîner de risque maniaque. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que c'est une stratégie qui est possible. Alors, moi, je le fais régulièrement, enfin, quand j'identifie un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez un patient souffrant de troubles bipolaires, mais qui vraiment peut se faire facilement et qui reste encore assez, une fois de plus, c'est des modalités qui ne sont pas assez repérées par les collègues. Donc, vous voyez, on peut traiter ces patients-là. Et donc, c'était simplement pour faire un focus sur une comorbidité fréquente qui, à mon avis, a des conséquences et qui justifie de l'avoir en tête, de pouvoir rechercher. Une fois de plus, le diagnostic n'est pas simple, c'est complexe parce qu'il peut y avoir un mélange, ça demande un petit peu d'efforts cliniques et un peu d'expertise, mais il est important d'avoir en tête, compte tenu, comme on l'a vu, des conséquences pour les patients. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le trouble bipolaire, les traitements, les effets secondaires et puis les comorbidités. Alors, j'aurais pu parler encore bien longtemps, mais je pense qu'il est temps pour les questions et de manière à ce que vous ne soyez pas endormis devant vos écrans à cette heure, pas encore tardive, mais de début de soirée. Ne vous inquiétez pas, personne ne dort. Bon, écoutez, alors on a beaucoup de questions. Alors moi, je propose, parce qu'il y a des gens qui nous ont posé des questions auparavant par mail, on leur avait proposé de faire ça. Donc, Blandine, si tu veux commencer, on ne va pas perdre de temps parce qu'il y en a pas mal quand même. Alors, c'est à toi. C'est la question de M. Saadi qui nous pose, ou est-ce qu'on la pose? Merci pour cette conférence. Alors, la première question est de Saadi sur les troubles cognitifs. Comment savoir si les troubles cognitifs sont liés au traitement ou à la pathologie? Y a-t-il un moyen de les réduire? Alors, c'est une question très importante parce qu'effectivement, on observe dans l'évolution des troubles bipolaires l'apparition liée à la maladie de troubles cognitifs, alors pas chez tout le monde, mais qui apparaissent généralement plutôt après 40 ans et y compris qui persistent dans les phases d'euthymie, c'est-à-dire quand on n'est pas en phase pathologique. En fait, dans ce cas-là, les médicaments, on l'a vu, certains médicaments peuvent entraîner des difficultés cognitives. Je l'ai dit, je ne sais pas si rapidement parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais par exemple, le lithium peut en entraîner, les antipsychotiques de seconde génération peuvent en entraîner. En fait, en pratique, quand ces troubles cognitifs sont présents, quand on les observe et qui sont présents, on peut quand même faire la différence entre les deux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cliniquement, c'est souvent des troubles cognitifs qui ne sont pas exactement les mêmes. Premièrement, parce que d'abord, on voit quelle est l'installation de ces troubles cognitifs et quelle est la plainte que ressent le sujet par rapport à ses anomalies fonctionnelles. Et puis, deuxièmement, on peut, lorsqu'on a un doute, faire des explorations neuropsychologiques qui permettent d'identifier, parce que les troubles cognitifs qu'on peut rencontrer sont souvent chez les sujets qui peuvent être associés aux médicaments, c'est plutôt des troubles cognitifs qui sont des troubles cognitifs plutôt de la lignée attentionnelle, alors que les troubles cognitifs qui sont plutôt consécutifs à la maladie elle-même peuvent avoir quelques éléments attentionnels, mais aussi des éléments d'altération de la mémoire de travail notamment, etc. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, donc on peut explorer ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux choses. Bon, bien sûr, identifier si c'est le médicament, on peut changer de médicament. Et puis, deuxième élément, en fait, il y a toutes les stratégies de remédiation cognitive qui permettent de s'entraîner. Et ça, c'est valable pour tout le monde, et pas seulement dans le trouble bipolaire, mais qui permettent, parce que, en fait, alors, on ne peut pas faire l'analogie parce qu'elle n'est pas bonne, que le cerveau, c'est comme un muscle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des outils spécifiques, notamment sur Internet ou sur des applis, qui permettent de faire des exercices. Alors, il faut cibler les exercices par rapport aux fonctions cognitives qui sont altérées spécifiquement, parce que il faut pas... Il n'y a pas besoin de faire des exercices surtout si on n'a pas des fonctions altérées. Mais en même temps, il y a des exercices et en fait, ça permet vraiment d'obtenir des résultats, des progrès. Et en fait, il faut les répéter, ces efforts, parce que ça se maintient dans le temps. Donc, c'est vraiment, premièrement, identifier.
faire la différence. On peut faire un peu la différence entre les deux, à la fois de manière clinique et à la fois éventuellement par une exploration neuropsycho, si la clinique ne permet pas de le faire. Deuxièmement, si c'est les médicaments, changer de traitement. Si ce n'est pas les médicaments, utiliser les outils de remédiation cognitive. Merci. Euh, Eliane? Oui, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de répondre parce que c'était la préoccupation Emmanuel Landine qui disait que oui, lui, ce qui l'ennuyait, ce n'était pas les effets secondaires, mais c'était les effets principaux du tumeur régulateur et il aurait bien aimé que les professionnels s'en préoccupent parce que précisément, lui, il était ingénieur et il trouvait qu'il avait une diminution très nette de ses capacités professionnelles et qu'il avait eu beaucoup de mal, il se sentait limité. Et du coup, il a plusieurs fois arrêté son traitement et que c'est une conséquence. Voilà. Donc, il voulait savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour ça. C'est un peu la même question que la Oui, personne précédente. c'est Voilà. un peu la même question. Après, faut vraiment en discuter parce que, c'est toujours pareil. Il y a toujours cet effet de contraste qui existe dans le trouble bipolaire. Vous le savez bien, c'est que, en fait, quand on est dans un état hypomane, on a l'impression, on a des capacités cognitives qui sont augmentées, qui sont au maximum de ce qu'on peut avoir. Et forcément, si c'est ça le point de repère, même si on est dans un état qui est pas forcément avec des altérations cognitives par rapport, on va dire, à une norme moyenne, parce que quand on fait des évaluations, on a des normes dans la population, en fait, on a quand même l'impression d'être ralenti. Et ça, c'est vraiment un vrai débat, parce que on peut dire que, ce qui était dit était très juste, c'est peut-être l'effet de régulation de l'humeur qui ne convient pas dans ce cas-là à la personne, mais avec tout l'enjeu des conséquences que peuvent avoir le fait de fonctionner dans un état d'hypomanie dans le temps, parce qu'avec l'effondrement dépressif qui souvent suit, c'est quand même un vrai problème. Donc il y a vraiment une discussion à avoir, mais ça, il faut vraiment échanger avec le praticien qui s'occupe de lui pour essayer d'évaluer ça et voir à partir de quoi, de quel point de comparaison il perçoit une diminution, une altération cognitive. C'est clair ce que j'ai dit parce que Oui. j'essaie d'être Oui, je crois. j'essaie de pas jargonner. Bon, Blandine, j'ai triché, je n'ai pas posé la bonne question. Je vais le faire. Je vais poser la question de Josiane, qui, elle, est stable depuis 20 ans et elle prend Téralite, Prozac, Stilnox, Imovan. Et alors, elle s'inquiète. Quel va être l'impact sur ma vieillesse avec cette prise de somnifères, de Téralite et de Prozac? Alors, il y a donc en pratique le Téralite et le Prozac, alors pas pour les mêmes raisons, pas de la même manière, c'est plutôt des molécules qui auraient, alors il y a des travaux là-dessus, c'est pas une rumeur urbaine, c'est vraiment des travaux scientifiques qui auraient un effet plutôt neuroprotecteur. Et il y a eu vraiment des débats, par exemple, autour de l'effet neuroprotecteur du lithium, qui a été vraiment démontré dans des études animales, mais aussi dans des études chez l'homme, et donc qui serait, lui, plutôt quelque chose qui protège. Et le Prozac, pas pour les mêmes raisons, pas de la même manière, aurait aussi cet effet-là, mais de façon un peu moins marquée. Par contre, les molécules comme l'Imovan et le Sinox, qui sont la même catégorie de molécules, c'est des molécules qui, au long cours, alors il y a des débats autour de ça, qu'est-ce que ça entraîne, c'est des données dans les grandes populations. Ce qui est sûr, c'est quand même ça favorise l'apparition de troubles de mémoire quand on est chez le sujet âgé. Donc en fait, il y aurait intérêt quand même je veux dire, le Téralite et le Prozac, et je disais tout à l'heure, vous voyez, les antidépresseurs qui sont utilisés, mais utilisés avec un normothymie, c'est une bonne idée. Il y aurait intérêt quand même, en ce qui concerne les hypnotiques, à essayer de les employer de façon un peu séquentielle. Les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est difficile de dormir. Enfin, on peut essayer de se rééduquer. Il y a plein de stratégies qui existent, mais ce n'est pas très simple. Le sommeil, c'est quelque chose de très fragile. Mais en fait, moi, j'ai tendance à, quand je prescris des hypnotiques, je les prescris par période. C'est-à-dire, je dis aux gens, écoutez,
Vous pouvez en prendre pendant quelques jours, 5 jours, 6 jours, puis après vous arrêtez pendant quelques jours parce que en fait, vous dormirez plus mal, mais malgré tout, ça évite que vous y habituiez et ça préserve, entre guillemets, votre capital par rapport à ça. Donc moi, je pense qu'on peut utiliser, c'est une stratégie parmi d'autres, hein, et si on peut essayer d'utiliser, faire en sorte que les personnes utilisent leurs hypnotiques pardon, d'une façon comme ça intermittente. Ça veut dire qu'il y a quand même des moments où ils dorment plus mal. Il ne faut pas déstabiliser les choses, donc il ne faut pas laisser ça durer dans le temps. Mais malgré tout, ça permet de raisonner à long terme compte tenu des risques qu'on connaît associés aux hypnotiques. Blandine, tu as une question? Non, vas-y, Eliane. Alors, il y a une dame qui me dit quel est l'intérêt qui prend de Théralite et d'Epacote. Elle a changé de psychiatre, parce que le sien était décédé. Après, il était malade. L'autre était malade. Bon. Et elle dit qu'elle est. Donc, du coup, elle se retrouve sur Théralite et d'Epacote et elle demande quel est l'intérêt. D'avoir l'association des deux? Oui. Ben, comme je le disais, hein, il y a pas mal de situations dans lesquelles on est amené à associer ces normotymiques parce que l'intérêt là, c'est qu'ils ont vraiment des mécanismes d'action différents et ça peut être vraiment un facteur de stabilisation. Donc l'intérêt, il dépend surtout en pratique de comment elle va, c'est-à-dire est-ce que ça marche et est-ce que c'est satisfaisant. Et effectivement, que ça soit en termes d'efficacité sur les épisodes et la rechute des épisodes et que ça soit en termes d'effets indésirables. Si ça marche, et qu'elle n'a pas d'effet indésirable, c'est vraiment quelque chose qui est, on appelle ça, il y a un terme pour ça, on parle de polypharmacothérapie rationnelle. Parce que dans le trouble bipolaire, contrairement à d'autres champs de la psychiatrie, on a des vraies études qui montrent que les associations marchent pour certains patients mieux que le médicament tout seul. Donc c'est vraiment important c'est pas du tout, c'est pas une association pour laquelle il n'y a pas de données scientifiques. Il y a vraiment des données scientifiques là-dessus. Blandine? Oui, j'ai une question de Catherine qui demande quelles sont les conséquences de prescription d'un antidépresseur, le Zéroplex, sans thymorégulateur, alors que le comportement de la personne est aggravé avec violence, agressivité, fugue, etc. Disons, le Séroplex, dans un cas comme ça, comme je le disais, les antidépresseurs, il vaut mieux ne pas les utiliser seuls et les utiliser avec un normotymique. Alors après, je ne connais pas l'histoire clinique complète de la situation, mais clairement, les recommandations, je les ai montrées, les recommandations françaises et internationales, c'est de dire que dans le trouble bipolaire, on peut employer des antidépresseurs, mais il faut les employer justement avec prudence, et cette prudence-là, ça passe par l'utilisation spécifique d'un normotymique associé, quel qu'il soit, que ce soit le valproate, que ce soit le lithium ou un antipsychotique de seconde génération. Donc effectivement, enfin en tout cas, ça justifierait dans ce cas-là d'associer, alors d'abord d'évaluer si l'antidépresseur est justifié. Ça dépend de l'état clinique. Comme je l'ai dit, ça peut être tout à fait justifié d'un côté, mais de l'autre côté, d'associer avec un normotymique. Alors, j'ai ensuite une question de Philippe qui dit, voilà, je suis pris en charge pour 3 affections, polyarthrite rhumatoïde, diabète de type 2 et troubles bipolaires. J'ai 10 médicaments par jour. Existe-t-il un site où je pourrais vérifier quelles sont les éventuelles interactions qui pourraient poser problème entre ces traitements? Je pense que si vous allez sur le site du Vidal, mais qui est accessible, parce qu'il y a le site du Vidal, il y a des niveaux accessibles, vous avez les éléments d'interaction. Alors, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas vous savez, un système qui permet de l'identifier tout de suite en rentrant le nom des médicaments et tout comme ça. Il faut aller regarder médicament par médicament, mais on trouve l'information. Après, je suis sûr, il faudrait que je ne l'ai pas de tête comme ça, mais il y a un site anglo-saxon, alors il faut prendre le nom international des médicaments, qui fait ça. Il faudrait que je pourrais vous le faire passer, et comme ça vous pourriez le diffuser, qui est un site anglo-saxon. Mais je vous dis, il suffit de rentrer, on ne met pas Prozac. Ça peut être intéressant parce que oui, c'est Oui, une situation qui peut se rencontrer. Tout à fait.
Et donc, en fait, je vous dis, là, je ne l'ai pas en tête, hein, mais il est dans mon ordinateur quelque part parce que je l'ai déjà utilisé. Et dans ce cas-là, il faut que j'y pense et je vous le ferai passer. Comme ça, vous pourrez le diffuser à tout le monde. Blandine, tu as une question? Oui, j'ai une question. Est-ce que la maladie peut passer de type 1, de type 2, de type 3 et que les traitements sont adaptés en fonction ou Alors, c'est assez rare? quand on a fait un épisode maniaque, en fait, on est qualifié de type 1. Donc, en fait, on ne peut pas devenir un type 2, puisqu'on a fait un épisode maniaque. C'est la classification qui est faite comme ça. Par contre, quand on est de type 2, c'est-à-dire on a fait des dépressions et seulement des phases d'hypomanie, et ben en fait, on peut faire un épisode maniaque et dans ce cas-là, on passe de type 2, on passe à type 1. Donc, voilà, ça évolue. Et bien sûr, les médicaments vont changer puisque, en fait, et en particulier, alors vous savez, alors, les autres typologies, il y a des auteurs comme Akiscal qui ont évoqué les types 3, les types 4, mais ce pas des typologies qui sont reconnues par tout le monde au niveau international. On reste sur ce que la plupart, enfin, ce que tout le monde emploie, puis c'est les types 1 et type 2. Mais par contre, on a les caractéristiques qui sont extrêmement importantes aussi. Je l'ai montré par rapport aux antidépresseurs, c'est les caractéristiques mixtes. C'est-à-dire, et donc ça, c'est vraiment une évolution de la classification. Avant, on disait qu'il y avait des formes mixtes, mais en fait, on se rend compte qu'on peut présenter des caractéristiques mixtes dans les types 1, dans les types 2. Donc simplement, vous voyez que dans ces cas-là, on peut changer, avoir apparition de caractéristiques mixtes, passer de type 2 à type 1. Et oui, on va faire évoluer le traitement par rapport à ça. On l'a vu par rapport aux caractéristiques de type mixte. On a tendance à plutôt utiliser, quand on a des caractéristiques de type mixte, on a plutôt tendance à préconiser des antipsychotiques de seconde génération. Et quand on passe de type 2 à type 1, ben, par exemple, quand on a un type 1, je l'ai montré, mais une fois de plus rapidement dans les recommandations, on aura une forte recommandation de ne pas utiliser les antidépresseurs, alors que dans les types 2, on peut les utiliser plus facilement. Donc, simplement, oui, pour répondre à la question, on peut changer de typologie de trouble bipolaire au cours de l'évolution, au cours de la maladie. Et oui, on ajuste les traitements en fonction de cet état-là. D'accord, merci. Merci. Eliane, tu as une question? Oui, j'ai une question de Cécile qui est bipolaire, mais avec une prédominance de dépression, qui était sous l'amygdale, et son psychiatre l'a fait passer de l'amygdale au Téralite, et tout en continuant en antidépresseur, dont j'ai oublié le nom. Voilà, elle voulait savoir si c'est une bonne idée et surtout quand est-ce que ça va marcher. Voilà, quand est-ce que ça va fonctionner. Alors, sincèrement, quand est-ce que ça a fonctionné? Je ne peux pas dire. Sincèrement, si je répondais à ça, je dirais n'importe quoi parce que je n'ai pas d'éléments suffisants pour me permettre d'en penser. Déjà, même si c'était moi qui avais fait la prescription, je pourrais avoir des idées, mais je n'aurais pas de certitude. Mais là, c'est vraiment difficile. Par contre, est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Si le traitement, le Lamictal, c'est un bon médicament pour la prévention des rechutes dépressives. C'est son indication. Mais si elle présente puisqu'elle a toujours un antidépresseur, ça veut dire qu'elle doit présenter une symptomatologie dépressive persistante. Le lithium est une molécule qui probablement sur la dépression, et c'est pour le traitement de l'épisode dépressif, marche mieux que le Lamictal. Donc oui, au total, c'est plutôt une bonne idée. Après, au bout de combien de temps ça a marché, je me répète, mais comme d'habitude, dans un certain temps. Exactement, au bout d'un certain temps. Mais là, honnêtement, je donnerais une réponse, ça serait vraiment, enfin bon, ça serait n'importe, je dirais des bêtises. En tout cas, merci, monsieur. Blandine? Oui, il y a une question sur l'insuffisance rénale. Est-ce qu'on sait combien de patients sont atteints? Ben, comme je le disais, hein, c'est pratiquement donc alors on a des cohortes de suivi pour plus de 20 ans et on estime qu'on a à peu près un patient sur 4, un patient sur 5, 20 à 25%.
Ça veut dire qu'il y a 75% des gens qui ne sont pas atteints, 80% même, en fonction des données, mais ça veut dire quand même un patient sur 5. Donc ça veut dire que c'est pour ça que quand on est sous lithium, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Après, il y a vraiment des variations. Moi j'ai plusieurs patients que je suis depuis longtemps qui ont une altération de la fonction rénale, mais que moi je travaille avec un néphrologue qui les voit une fois ou deux fois par an et qui justement évalue et donc avec l'idée, et ça fait plusieurs années maintenant, que si on est vraiment sur une fonction rénale qui s'altérerait trop, on réfléchirait à comment faire autrement. Mais avec une bonne surveillance, on arrive vraiment bien à ajuster les choses et à maintenir le traitement. Donc voilà, ce n'est pas un effet indésirable rare, hein, puisque une personne sur 5, c'est pas rare, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut gérer au long cours. Après, ça demande, comme je le dis, une collaboration entre professionnels et les néphrologues savent précisément, ils sont beaucoup moins. Enfin, je veux dire, ils ont l'habitude de gérer ces fonctions rénales intermédiaires qui commencent un peu à s'altérer, donc ils peuvent vraiment donner des préconisations tout à fait pertinentes. Il y a Gilles qui a levé la main depuis un petit moment, peut-être lui permettre de prendre la parole. Oui. Gilles, si tu veux poser ta question. Il apparaît pas. Non, je peux le faire apparaître, mais tu nous entends, Gilles? Oui, je vous entends très bien. Ok. Tu voulais poser une question? Oui, j'avais une question par rapport au niveau de au niveau des comorbidités, notamment par rapport au rapport entre la maladie bipolaire de type 2 ou de type 1, peu importe, et l'alcool. Je voulais avoir une petite précision sur cette question. Est-ce que la maladie bipolaire pouvait engendrer vraiment des problématiques liées à l'alcool ou d'autres drogues, hein, douces Oui, ou dures, peu alors importe. l'alcool, c'est un problème fréquent en France et effectivement, il y a une augmentation du risque de troubles liés à l'usage de l'alcool. C'est comme ça qu'on décrit la maladie alcoolique, qu'on appelle la maladie alcoolique maintenant, chez les patients souffrant de troubles bipolaires. C'est plus fréquent que dans la population générale et avec des modalités de consommation qui sont parfois donc répétées, mais avec parfois des consommations extrêmement intenses, extrêmement importantes, des alcoolisations aiguës assez massives qui peuvent vraiment être donc embêtantes et qui rendent difficile l'équilibration du trouble de l'humeur, du trouble bipolaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, et moi je travaille dans le service dont j'ai la responsabilité, il y a un département d'addicto et d'addictologie où on a une unité où il y a des patients qui sont principalement des pathologies alcooliques qui sont hospitalisés, une unité de 20 lits, mais il y a d'autres pathologies. Et en fait, de manière assez systématique, alors souvent, donc, c'est une unité hospitalière avec plutôt ce qu'on appelle des sevrages complexes, des gens pour lesquels le fait de se sevrer en ambulatoire n'a pas marché. Mais lorsqu'on les patients sont hospitalisés, donc ces patients qui répondent mal, qui n'arrivent pas à se sevrer, en fait, très fréquemment, assez fréquemment quand même, on identifie un trouble bipolaire qui est passé inaperçu. Parce que souvent, il y avait des fluctuations de l'humeur, l'alcool était utilisé à visée psychotrope, et puis la maladie alcoolique, on va dire, a évolué pour son propre compte, c'est autonomisé. Et en fait, après, les gens sont qualifiés, on ne voit plus que la maladie alcoolique avec toutes ses conséquences, etc. Et en fait, quand on reprend les choses, on constate qu'il y a des fluctuations de l'humeur importantes. Et alors, ça dépend un petit peu, ça dépend des situations. Parfois, en tout cas, si on traite le trouble bipolaire de manière, on va dire, on arrive à stabiliser le trouble bipolaire, on peut avoir une nette amélioration du trouble lié à l'usage de l'alcool et donc une nette, avec la possibilité du maintien d'une abstinence, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fréquent et qui peut être vraiment un piège diagnostique, en particulier chez
je vous dis, chez les patients pour lesquels on n'identifie que la problématique alcoolique, et parce que ça masque le reste en quelque sorte, hein, et il faut y être très attentif. Alors, moi, c'est vrai que dans le service que je dirige, je vous dis, on a l'habitude parce que c'est le même service, voilà, on avait fait un travail spécifique là-dessus. On a développé un outil de psychoéducation spécifique là-dessus, mais c'est vrai que parfois, ça peut un peu passer inaperçu. Il est quand même déjà très, très tard. Alors, je vais peut-être en prendre encore une ou deux questions. Blandine, tu en as une? Oui, il y a plusieurs questions sur les effets secondaires, et notamment les effets secondaires de la kétapine. Et sinon, que faire en cas d'hypersomnie et en cas de constipation, puisque la constipation, c'est quelque chose qui revient souvent dans les effets secondaires. Voilà les trois questions. Alors, la constipation, c'est extrêmement important. C'est vraiment un effet secondaire qui peut en plus avoir des effets dans tous les troubles psychiatriques, et dans le trouble bipolaire, mais en schizophrénie, parce que les psychotropes favorisent la constipation. Et donc, en fait, vraiment, ça, c'est quelque chose où il faut être assez interroger les gens, modifier leur régime alimentaire et utiliser éventuellement parfois des laxatifs, mais c'est surtout en modifiant le régime alimentaire. Donc ça demande vraiment une attention particulière. Alors quand on modifie son régime alimentaire et qu'on augmente le lest, hein, dans les aliments, c'est-à-dire tout ce qui est on connaît bien l'utilisation du son, des choses comme ça. En fait, ça ne marche pas tout de suite. Et c'est plutôt ça qu'il faut faire qu'utiliser les laxatifs. Mais ça, c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment… moi, je fais des préconisations alimentaires. Alors après, il faut que les gens les suivent, mais c'est vraiment important. Et puis favoriser, bien sûr, l'exercice physique qui lutte contre ça. Mais c'est vraiment important parce que c'est un effet indésirable qui passe souvent inaperçu. Enfin, on ne fait pas gaffe, on dira c'est pas grave, mais c'est pas vrai parce qu'il peut vraiment y avoir des complications digestives très marquées. Donc, c'est vraiment très important de le souligner. C'est bien qu'on puisse en parler. L'hypersomnie, après, honnêtement, hein, les médicaments, la kétiapine, c'est un médicament alors, qui est assez irrégulier là-dessus, hein, qui peut entraîner une forte hypersomnie chez certains patients et chez d'autres, pas du tout. Et sincèrement, le seul moyen, quand l'hypersomnie devient vraiment invalidante, alors des fois, chez des sujets qui peuvent présenter, par exemple, dans un épisode maniaque, on peut utiliser un produit qui entraîne une forte qui endort beaucoup, un fort effet sédatif pour lutter contre l'insomnie de la manie. Mais si l'hypersomnie persiste, le seul moyen, c'est en baissant la posologie ou en changeant de traitement. Parce que là, vraiment, c'est aussi quelque chose qui peut être très ennuyeux. La kétiapine, pour en revenir, c'est un médicament qui est assez bien toléré donc sur le plan neurologique, qui quand même peut entraîner cette tendance à l'hypersomnie, qui fait prendre du poids aussi. Ce n'est pas aussi marqué que l'olanzapine, mais c'est un produit qui fait prendre du poids. Mais c'est un médicament, après, qui peut s'utiliser en des gammes de doses assez larges, puisqu'on a il y a des comprimés à 100, 300, 400, et en fait, on utilise de 50 à 700, 800, 900 mg. Donc, en fait, on a quand même une gamme de doses qui permet d'ajuster le traitement qu'on donne à l'état clinique et aux effets indésirables. Merci. On va prendre encore une question. Liane, si je peux me permettre, oui, il y a quelqu'un qui a posé une question donc, qui dit « J'ai Soliant, Atarax, Dépamide, Tertian, j'ai des cheveux qui poussent lentement et ma glycémie est à 1,1 après 30 kg pris sous Zyprexa. Quelles sont les causes des pertes de cheveux et de cette glycémie limitée? J'ai 24 ans. » Alors, la perte de cheveux, c'est le valproate qui entraîne le dépamide, ça entraîne une altération, enfin, ça fait perdre les cheveux. Alors, ça ne fait pas perdre les cheveux comme une calvitie, je veux dire, c'est-à-dire on ne devient pas chauve, mais on perd le caractère dru des cheveux, enfin, je veux dire, la densité des cheveux, pardon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est décrit, c'est un effet indésirable décrit et qui est réversible à l'arrêt du traitement. Il y a des traitements qu'on peut utiliser, qui sont des vitamines qui peuvent modifier ça, mais qui ne marchent pas très très bien. Donc ça, c'est vraiment ça. Mais il faut savoir que c'est vraiment… Donc, on ne devient pas chauve à cause de ça. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxièmement, c'est réversible. La glycémie, c'est vraiment…
les antipsychotiques de seconde génération. Et dans ce cas-là, c'est l'olanzapine d'abord qui avait été associé à la prise de poids et le Soliant derrière. Et c'est vraiment ces molécules-là qui font prendre du poids et qui peuvent entraîner une hyperglycémie. Et ça, c'est vraiment... donc, il y a différentes manières. Bien sûr, perdre du poids, bien sûr, un régime hypoglycémiant, et puis l'utilisation aussi qui est répandue d'un produit qui est assez connu, hein, qui est la metformine, le glucophage, et qui peut être utilisé et permet il y a eu des études qui ont été faites, alors pas dans le trouble bipolaire, dans le trouble schizophrénique, mais c'est à peu près équivalent parce que c'est utilisé de la même manière et avec une bonne efficacité sur l'amélioration et du poids, l'indice de masse corporelle et de la glycémie. Alors, faut en discuter avec son médecin, mais c'est quelque chose, c'est une stratégie qui peut être utilisée qui permet de donner des résultats. On a un monsieur Bonilla qui a levé la main. Peut-être qu'on va lui permettre, la deuxième personne. Il est tard. On va peut-être... il y a encore une question. Il y avait une question de Florence qui demandait par rapport aux diarrhées sous lithium, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il faut baisser la dose du lithium? La dose du lithium, il faut surtout évaluer par rapport au taux plasmatique. Ce n'est pas tellement la dose en l'occurrence. Donc, mais a priori, les variations de diarrhée, il faut peut-être plutôt voir par rapport pareil au régime alimentaire parce que ce n'est pas dose dépendant à ma connaissance, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis pratiquement sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à la dose. Et en fait, il y a des fois des phénomènes d'intolérance comme ça au lithium avec des diarrhées et parfois des diarrhées impérieuses. C'est décrit, hein, et ça s'observe. Moi, j'ai des patients à qui c'est arrivé. Et effectivement, on peut essayer d'améliorer les choses avec l'aide. Moi, j'avais dernier patient à qui c'est arrivé, un patient d'ailleurs que j'ai vu, qui est bien stabilisé, que j'ai vu ce matin, mais il n'a plus du tout. Et j'avais vu avec un régime spécifique, avec une diététicienne dans le service, et ça avait pas mal fonctionné. Mais des fois, ça marche pas très bien. Donc, à mon avis, la dose, c'est pas le problème. Peut-être plutôt le régime alimentaire, mais une fois de plus, il faut évaluer ça un peu spécifiquement. Est-ce que le régime alimentaire est très important et peut permettre, est-ce qu'avec une diététicienne, un régime alimentaire, on peut d'une part contrôler son poids et éviter de grossir quand on a des traitements qui sont... C'est important, hein, c'est vraiment une aide importante parce qu'en fait, on sait que ces traitements-là, un certain nombre, alors certains pas du tout, mais un certain nombre font grossir. Alors pas tout le monde non plus, hein, mais quand même assez fréquemment. Et effectivement, par exemple, un médicament comme l'olanzapine, il faut systématiquement faire des préconisations diététiques parce que ça fait prendre du poids chez beaucoup de gens. Donc en fait, c'est vraiment. Alors par exemple, il y a un médicament qui est plutôt neutre, hein, qu'on n'a pas évoqué, mais qui est pas mal utilisé aussi, qui est l'aripiprazole, qui lui est neutre au niveau du poids, voire même permet de diminuer, enfin, de lutter contre la prise de poids. Donc le but, c'est pas de prendre un médicament pour ça, mais en tout cas, ça peut être un choix. Si on a déjà une tendance à avoir prendre du poids indépendamment de la maladie, ben, en fait, ça peut être un médicament. Ce médicament-là, il n'a pas ce type d'effet indésirable par rapport aux autres. Donc, en fait, ça peut être d'intérêt. Mais dans tous les cas, le contrôle enfin, en tout cas, une réflexion sur l'alimentation est, à mon avis, très utile pour la santé globale, pour tout le monde, et dans ce cas-là, encore plus. D'accord, merci beaucoup. Dominique, je pense qu'il faut qu'on... Oui, la dernière. La dernière, est-ce que en addiction, l'addiction au sucre et l'hyperphagie, ça fait partie des comorbidités liées au trouble bipolaire Bah, ou... ça peut être associé, hein, ça va avec à la fois les comorbidités liées au trouble bipolaire et à la fois ce qui peut être induit par les médicaments, hein. Et on est vraiment, ces phénomènes d'hyperphagie, c'est ce qu'on rencontre. Alors, des médicaments comme je disais, l'olanzapine, hein, je veux dire, c'est vraiment un médicament qui peut entraîner ces hyperphagies avec ces prises de poids. On parle de prise de poids importante quand c'est plus de 7% du poids initial et qu'on a des prises de poids de plus de 7%. 10% du poids initial, c'est beaucoup en quelques semaines, très rapide, avec généralement un plateau. Et donc, on est vraiment quelque chose qui est important et donc qui est cette hyperphagie et cette addiction au sucre. Sucre avec une modification, des fois, les gens modifient leur régime alimentaire, c'est-à-dire ils ont plus le goût sucré. Donc, ils recherchent plus le sucre que le salé. Alors, il y a des débats là-dessus, sur
les causes, la sérotonine, enfin des choses comme ça. Bon, il y a pas mal de travaux expérimentaux, rien qui a pu se traduire par des attitudes spécifiques dans la pratique clinique courante. Merci. Merci. Bon, bah, je crois qu'on va être obligé de s'arrêter hein, parce qu'on a déjà largement dépassé le créneau horaire que nous avions prévu. Bon, c'est normal. Bon, monsieur, merci beaucoup. Merci à vous. tous. Merci à vous, professeur Lurka, pour cette nouvelle intervention. Et puis, on espère qu'il y en aura d'autres. Oui, vous savez bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Et bonne bon soirée. pour le Merci à tous les congrès. participants, Merci à toutes les tous. questions. Merci à tous les participants. Au revoir et à bientôt. À dans un mois.